Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre aux questions les plus fréquentes. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, rajoute-les en commentaire. C'est pas parce qu'on présente un comportement agité ou impulsif qu'on a forcément un TDAH. A l'inverse, c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on va exprimer uniquement des symptômes liés à l'hyperactivité ou l'impulsivité, mais plutôt à l'attention. Les premières études sur l'hyperactivité, elles datent de 1775. C'est loin d'être une mode. En 1980, on avait une prévalence, c'est-à-dire en pourcentage, le taux de TDAH par rapport à la population, de 5 à 6% chez les enfants et environ de 2 à 3% chez les adultes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est exactement sur la même prévalence. Ce qui veut dire que depuis 40 ans, plus de 40 ans, c'est stable. La prévalence chez l'adulte est beaucoup moins importante que chez l'enfant. Pourquoi ? L'enfant, parfois, peut être sous traitement médicamenteux ou même parfois il peut mettre des stratégies en place de compensation ou d'évitement, ce qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, il ne souffrira plus du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Néanmoins, on est avec un TDAH et on vit toute notre vie avec un TDAH. Belle croyance limitante. En coaching, on utilise des modèles, des outils pour déterminer ce qui t'inspire. Dans quoi tu te fais plaisir ? Quel est ton intérêt ? Tout ça pour créer finalement ton chemin. Léonard de Vinci, par exemple. Ne serait pas TDAH ? Selon un spécialiste en psychiatrie au KCL, le prestigieux établissement d'école supérieure de Londres, Léonard de Vinci aurait toutes les caractéristiques typiques de l'hyperactivité. Il a mis plus de 7 ans entre son premier et dernier coup de pinceau pour son célèbre tableau de la Joconde. C'est pas de la procrastination, ça ? Pourtant, c'est un génie. On est conscient que le TDAH, c'est un dysfonctionnement au niveau des connectivités de circuits, une anomalie de structure, des fonctions et du système de transmission. Oui, les TDAH ont parfois du mal à rester concentrés. Ils sont très souvent distraits. En revanche, quand il y a du plaisir, un intérêt, une passion, quand ils sont stimulés, ils peuvent rester concentrés pendant des heures. Ma stratégie en coaching, c'est justement de trouver les bonnes méthodes, la bonne solution grâce aux outils pour permettre aux personnes qui ont un TDAH de rester concentrées sur les tâches les plus complexes ou les tâches répétitives, mais aussi de trouver les bonnes stratégies pour permettre au TDAH de se poser quand ils sont dans des phases où il y a beaucoup de stimulation. Parce que oui, les TDAH, parfois, ils oublient d'aller aux toilettes. Il existe plusieurs types de prise en charge pour les TDAH. La première que j'aimerais te parler, c'est le traitement médicamenteux, le méthylphénidate. Uniquement les médecins peuvent prescrire du méthylphénidate. La deuxième, c'est les thérapies cognitives et comportementales. On sait que les TDAH présentent très souvent des comorbidités. Il y a seulement entre 20 et 30% de TDAH qui n'ont aucune comorbidité. Pour moi, l'intérêt des thérapies cognitives et comportementales, justement, c'est d'identifier les comorbidités et de traiter les symptômes du TDAH. Pour moi, c'est la thérapie la plus efficace. Et pour terminer, j'aimerais te parler du coaching. Pourquoi le coaching ? Le coaching va travailler sur l'instant présent, sur des objectifs, sur le futur, et faire de ton TDAH une force. L'idée, c'est pas de choisir entre les trois, c'est vraiment de les lier. Pourquoi ? Il y a un intérêt. Il y a un vrai intérêt à lier suivant les profils de TDAH. La recherche, la science aujourd'hui avance pour déterminer certains profils de TDAH pour pouvoir proposer une prise en charge construite et solide.